Le coin écho de la totale de ce dimanche 8 novembre s'entretient avec Ibrahim Nour-Eddine Diagne. Bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Vous êtes le président de l'African Performance Institute. Vous vous occupez de la promotion du numérique sur le continent. Vous êtes à la fois expert de l'ONU pour les transactions électroniques et spécialiste de la gestion, de la transformation et du leadership. Pour la première fois de son histoire, l'artisanat et l'informel voient leur secteur érigé en ministère éponyme en charge de la transformation de l'information. Nous parlons bien sûr du Sénégal. Vaste programme, Mamoudou Ndiaye, n'est-ce pas? Le décor ainsi planté, place à votre entretien. Bonsoir à toi. Bonsoir Mamoudou, bonsoir M. Diagne. Bonsoir, Mamadou. Et voilà une figure marquante donc, du secteur formel qui s'intéresse un peu au secteur informel. C'était tout à fait intéressant, M. Diagne, parce que le président de la République a déclenché un peu les choses en disant que désormais, un ministère dédié justement à l'informel et à l'artisanat va être érigé. Et je pense même que c'est le cas en ce moment. Mais 700 000 acteurs du secteur informel, 120 000 métiers et un chiffre d'affaires époustouflant dans ce secteur-là, ça fait un univers, un monde. Comment faut-il procéder pour que le secteur informel fasse surface? Merci beaucoup, Mamadou, de l'invitation d'abord et de la pertinence du sujet. Je pense qu'aujourd'hui, le secteur informel au Sénégal, comme dans toutes les économies émergentes, est une question. Mais ce n'est pas une question tout à fait homogène parce que vous avez un secteur informel qui est né sur les flancs du secteur formel par la nécessité de combler des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et vous avez un autre secteur informel qui, lui, est né à la marge de la réglementation pour donc se protéger contre une réglementation, notamment fiscale ou parfois même normative, qui ne convient pas au rythme du développement de leurs affaires telles qu'ils le souhaitent. Et ces deux questions qui sont plus ou moins différentes, même si l'appellation de secteur informel, elle est plus ou moins uniforme. Donc il y a un gros défi. Le défi, c'est de maintenir l'impératif social du secteur informel qui génère des revenus. Et ces revenus générés sont consommés, redistribués, mais donc reviennent dans la cagnotte fiscale parce que dès qu'il y a consommation, il y a de la TVA, il y a de la taxe, il y a des entreprises qui font du chiffre d'affaires. Donc à ce niveau-là, c'est plus un gain qu'un péril. Par contre, de l'autre côté, sur le plan fiscal, lorsque le secteur informel il vient en concurrence avec le secteur formel qui, lui, recrute des emplois et met en place, applique toutes les réglementations, y compris la réglementation fiscale, là, il y a un danger parce que des acteurs formels auront tendance eux-mêmes à vouloir s'informaliser. Le président de la République a-t-il fait preuve de réalisme politique ou a-t-il montré que, en vérité, faire un clin d'œil justement au secteur informel relève justement d'un opportunisme politique aussi? Alors, c'est difficile de savoir la lecture qu'il a eue, mais ce qui est sûr, c'est que le secteur informel est une dynamique économique qui est une réalité dans ce pays-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, sans secteur informel, il y a des revenus qui n'existeraient pas et donc on serait avec des tensions sociales que l'État ne pourrait pas satisfaire. Créer un ministère, c'est certes la traduction d'une ambition par rapport à ce secteur, mais n'oublions pas que le secteur informel, il est transversal. Donc il n'est pas associé à un secteur. Donc la manière de le traiter ne peut pas être carrément contenue dans une fonction ministérielle. Je pense que c'est une logique qui doit être globale. En quelque sorte, il faudrait même peut-être avoir les états généraux de l'informel. Carrément. Carrément, de sorte à ce que toutes les parties prenantes concernées puissent avoir une feuille de route pour valoriser le secteur informel et réduire la partie négative sur l'économie du secteur informel. C'est peut-être ça qui serait une démarche que le ministère, qui vient d'être érigé, pourrait entreprendre pour justement avoir une dynamique tout à fait positive. Alors, je rebondis un peu sur vos propos préliminaires. Quand le secteur informel se rebelle un peu en disant « je me soustrais aux lois », c'est parce que les lois sont imposantes, elles sont contraignantes. Ou bien c'est parce que aussi peut-être ceux qui érigent les lois, ceux qui les proposent, ne comprennent pas les dynamiques de fonctionnement justement du secteur informel. Alors, je pense qu'il y a des deux. Il y a des personnes qui maîtrisent les lois et qui les contournent volontairement pour avoir plus de bénéfices. Ça, c'est un secteur informel qui prend le risque de contourner des lois, parce que quand vous contournez les lois, notamment fiscales, vous êtes sûr que cela peut vous rattraper à l'avenir. Mais il y a un secteur informel qui ne peut pas se formaliser car la structure de formalisation ne correspond pas à son activité. Et donc, c'est un secteur qui, par défaut,
et informel, non pas parce que c'est la seule voie qu'ils ont choisie, mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Alors, mais je vais vous taquiner un peu. Est-ce que la formalisation du secteur informel n'est finalement pas une gageure? Quelque part, on peut le dire parce qu'il y aura toujours un secteur informel. Quels que soient les efforts qui sont faits, les économies structurées, même des pays avancés, génèrent à la périphérie un secteur informel parce que c'est un secteur qui permet, en fait, quelque part on l'appelait économie solidaire en France, qui permet à des personnes d'avoir leur dignité à travers un revenu, même si ce revenu-là, dans la manière dont il est généré, ne répond pas aux impératifs. Donc je pense qu'on ne tuera jamais le secteur informel et il y a des exemples qu'on peut donner. Aujourd'hui, même lorsque une personne formelle organise une cérémonie, par exemple familiale, vous avez beau être le ministre des Finances en charge de l'intégrité de la fiscalité, mais vous allez louer des chaises qui n'ont pas payé la TVA, vous allez louer des tentes qui n'ont pas... C'est naturel. Et elles seront transportées par des charrettes qui n'ont pas payé la TVA, etc. Donc, on a dans notre structure sociale un mode de fonctionnement qui, aujourd'hui, n'est pas caractérisé par la norme fiscale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut forcer un propriétaire de charrette à se mettre à la norme fiscale ou est-ce qu'il faut adapter son activité à une forme de contribution fiscale qui aurait plus ou moins le même impact mais qui ne serait pas en défaut, en porte-à-faux avec l'exercice de son activité? Alors si on vous suit, le secteur informel c'est presque une poule aux œufs d'or. Ben, ça dépend comment on voit les choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité économique avec le secteur informel. Est-ce qu'on est même capable de mesurer avec précision la valeur de ce secteur informel? Mais il y a également un fait qu'il ne faut pas oublier, c'est que quel que soit le caractère invisible sur le plan fiscal de ce secteur informel, par le simple fait qu'il génère des revenus, il entraîne un cycle de valeur par lequel il y aura une fiscalité qui s'appliquera. Ça veut dire que s'il n'existait pas, ce cycle de valeur n'existerait pas non plus. Donc, on n'est pas tout à fait perdant en tant qu'État lorsque ce secteur informel échappe au premier filtre fiscal parce qu'il forcément il contribuera au deuxième filtre. Maintenant, ça aide à créer des revenus, à gérer les tensions sur l'emploi. Donc forcément, on a besoin de ce secteur informel, ne serait-ce que de façon palliative. Qu'est-ce que je gagne ou je perds en me formalisant? Ben, je pense que la prédictibilité, la capacité de maîtriser son activité, de savoir aujourd'hui qu'on ne peut pas faire l'objet d'un redressement fiscal, qu'on ne peut pas avoir une autre forme de pression par les institutions sociales, l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale, c'est nécessaire pour toute activité qui a vocation à grandir. L'informel, tant qu'on est dans une activité périphérique, petite, miniature, invisible, c'est sans doute la meilleure manière de commencer une activité. Mais on ne peut pas grandir en restant informel. Donc ce qu'on perd, c'est certainement la possibilité d'être un géant dans l'activité dans laquelle on prospère. Et je pense que vous l'avez vu, je prends l'exemple de Khelcom Bash, qui a dû commencer de façon informelle, qui est devenue une entreprise formelle. Et du coup, a généré des emplois, de la valeur ajoutée et tout ce qu'il faut. Mais si on lui avait interdit d'être informel au moment où il initiait sa démarche, cela n'aurait pas conduit à cette entreprise aujourd'hui avec la valeur qu'on lui connaît. Alors, cet exemple il est très édifiant. Est-ce que ces acteurs-là ne devraient pas être plus écoutés, ne serait-ce que pour eux, parce qu'ils sont à l'intérieur? Ils peuvent donc comprendre les motivations psychologiques des gens de ce secteur, ne serait-ce que pour apporter une lumière, un éclairage ou bien peut-être même une solution à des problèmes qui sont posés par l'État mais qui ne trouvent pas une solution définitive. Absolument. Je pense que ceux qui ont réussi à émerger du secteur informel et qui aujourd'hui sont des exemples en fait que les gens peuvent voir et peuvent avoir envie d'imiter, ils doivent avoir droit au chapitre pour expliquer leur parcours et surtout expliquer le bénéfice qu'ils ont en se transformant et en ayant maintenant recours au formalisme pour toutes leurs activités. C'est important parce que pour beaucoup de personnes, ce changement d'échelle n'est pas visible. Et ces personnes-là sont l'incarnation réelle qu'il y a un intérêt à se formaliser. Et donc ça plaide un peu en faveur de votre appel pour justement les assises justement de l'informel. Absolument, parce qu'on mélange lorsqu'on parle d'informel des personnes vertueuses et des personnes qui le sont un peu moins. Et des états généraux permettraient d'éclairer sans doute mieux l'opinion et les acteurs qui doivent apporter les solutions. Si vous aviez un message à transmettre justement au secteur informel, en termes de qualité, dites-leur quelles sont leurs qualités
Et probablement, s'ils ont des défauts aussi, dites-leur en face quelles sont leurs qualités. Leurs défauts plutôt. Mais je pense que la qualité première, c'est le pragmatisme et l'intelligence situationnelle. Le secteur informel a une capacité d'adaptation incroyable. Et avec d'ailleurs le développement du numérique, vous avez vu que c'est un secteur qui n'a pas été limité par ces technologies. Au contraire, il l'a pris comme un avantage pour mieux valoriser son activité. Alors, une fois cette étape franchie et qu'on veut aller vers une étape plus importante, c'est important d'être formel. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes, la vision de l'État, c'est une force financière dont personne ne se pose la question de mais comment elle est alimentée, cette force financière. Elle est alimentée par la fiscalité. Ça veut dire que ceux qui contribuent, ils donnent à l'État les moyens de pouvoir financer l'éducation, la santé et tout le reste. Et cette conscience citoyenne-là, en fait, elle doit être vraiment inculquée à tous les acteurs parce qu'on n'a pas la culture de contribution. Les Sénégalais peuvent être très généreux dans des cérémonies sociales ou religieuses et beaucoup moins lorsqu'il s'agit de contribuer sur le plan fiscal. Parce que pour eux, l'État invente des ressources. Ils n'ont pas conscience que c'est les ressources collectées qui permettent à l'État de pouvoir agir. Alors, la question que j'avais, c'est qu'il a fallu qu'on assiste un peu à l'arrivée des grandes chaînes de distribution pour nous poser véritablement des questions sur notre secteur informel. Vous pensez que cet envahissement, si on peut le qualifier ainsi, de ces chaînes de grande distribution devrait réveiller tout le monde, réveiller surtout ce secteur informel? Alors, vous savez, l'arrivée de ces chaînes de distribution et d'autres mécanismes plus formels, ça répond à la sorte d'émergence d'une classe moyenne sénégalaise qui est orientée service, qui est prête à payer pour avoir plus de qualité. Ça ne va pas pour autant tuer le secteur informel, parce que le secteur informel était connu pour sa proximité et des coûts qui sont tout à fait acceptables. Or, ces réseaux de distribution qui se construisent apportent la proximité, mais également se battent sur les coûts parce qu'ils ont l'effet de volume. Donc cela doit éveiller tous les acteurs qui étaient dans un petit cercle de confort où ils n'étaient dérangés par personne pour se dire que désormais, il y a des acteurs qui peuvent venir avec de l'échelle et avec cette échelle-là, ils ont les moyens de pouvoir perturber le fonctionnement. Avant même ces acteurs dont vous parlez, nos amis chinois, lorsqu'ils sont venus s'installer sur l'avenue Centenaire et qui se sont investis dans, j'allais dire, la friperie, tout ce qui est habillement et tout, textile, ça a révolutionné. Alors qu'avant, les gens allaient chercher, ils se faisaient des bénéfices très importants, ça tirait vers le bas les coûts. Donc, le consommateur, quelque part, peut être avantagé par la formalisation. Très bien. Modiaye, alors, une minute. Oui. Parlons maintenant un peu de labellisation. Oui. Je pense que le Sénégal, par l'artisanat, en tout cas, c'est illustré par les manufactures des arts décoratifs de Thiès à l'échelle mondiale, justement inspiré par le président Senghor. Donc le Sénégal s'est illustré comme une destination assez intéressante du point de vue justement de la créativité de ces acteurs du secteur de l'artisanat. Il faut bien maintenir cette position, mais à l'heure maintenant des nouvelles technologies, à l'heure justement de la digitalisation même de l'économie, peut-on décamper donc le secteur informel pour qu'il s'adapte davantage donc à ces nouvelles technologies, tout en restant dans l'informel? Tout à fait. Je pense que la labellisation est un principe fondamental aujourd'hui dans les secteurs dans lesquels nous pensons que nous sommes compétitifs. Parce qu'il ne faut pas se dire qu'on est compétitif sur tous les secteurs artisanaux. Non. Il y en a certains sur lesquels on est compétitif et on peut créer une valeur supplémentaire. Parce que quand vous exportez, vous devez ajouter de la valeur. Et donc ça, c'est un travail quand même de fond que les agences et l'État, en fait, ceux qui sont en charge de ces secteurs, doivent pouvoir analyser et pousser les secteurs qui sont exportables et qui sont capables de générer de la valeur ajoutée et mettre la labellisation dont vous avez parlé comme un accélérateur pour pouvoir pousser. Vous voyez, je regarde dans les championnats de foot, les maillots où ils mettent maintenant visite Rwanda. Regardez. Rwanda est un tout petit pays, mais ils sponsorisent. Voilà, parce qu'ils veulent avoir cette visibilité et ce label-là. Donc voilà quelque chose de tout à fait intéressant que le Sénégal pourrait également imiter. Vaste sujet, Mamadou. Oui, vaste sujet.